L'avancée de la technologie, et plus particulièrement avec l'exploitation de l'ADN, a permis de résoudre de nombreuses enquêtes, et parfois des enquêtes vieilles de plus de 20 ans. C'est ce que nous allons voir justement avec le meurtre de Sherry Rasmussen, une enquête vieille de plus de 20 ans, qui a mis au jour un meurtrier qui n'était pas si hors de tout soupçon. Le 24 février 1986, John Rutten rentre chez lui dans sa résidence à Los Angeles. Et là, il découvre le corps de sa femme, inerte, qui s'appelle Sherry Rasmussen. Directement, il appelle les secours. Quand la police arrive sur place, elle constate malheureusement que Sherry est déjà décédée. Elle remarque alors qu'elle porte une chemise de nuit et un peignoir. Déjà pour eux, cela indique qu'elle n'attendait personne. Elle n'attendait pas forcément d'invité. Au niveau de ses blessures, il constate qu'elle a reçu 3 coups de feu au niveau de la poitrine, dont un de contact. On l'appelle comme ça parce que ça veut dire que l'arme a été positionnée directement sur sa poitrine au moment du tir. Plus 2 autres qui ont été tirés à bout portant. On retrouve également une couverture qui a visiblement servi afin de tirer les 2 autres coups, probablement dans le but d'étouffer le bruit. Et les balles que l'on retrouve, on se rend compte qu'elles proviennent d'un revolver de calibre 38. Lorsqu'ils observent l'appartement, ils se rendent compte qu'il y a visiblement eu une bagarre entre Sherry et son ou ses agresseurs, car on retrouve un vase cassé qui a été probablement utilisé pour la frapper. On constate également que le buffet a été complètement renversé dans le salon. Et on voit également une trace de main ensanglantée, proche du bouton d'appel au secours qui était placé dans l'appartement. Lorsqu'il regarde de plus près, il se rend compte qu'elle a également de nombreuses blessures défensives, dont une ecchymose au visage qui a probablement été causée par la crosse du revolver. Mais surtout, on se rend compte qu'elle a une trace de morsure sur son avant-bras. Donc grâce à ça, ils vont pouvoir prélever un échantillon de salive pour pouvoir l'examiner. Même si à l'époque, l'ADN n'était pas encore exploité à ce moment-là. Mais ils gardaient toujours des traces et des échantillons au cas où. Lorsqu'ils font le tour de la maison, ils se rendent compte qu'il y a des objets qui ont disparu, dont des objets électroniques comme une chaîne IFI. Ils se rendent compte également que le certificat de mariage de Sherry et John a été dérobé. Ils constatent également que la baie vitrée est complètement brisée, due à une balle qui a été projetée dedans. Mais également qu'il y a des appareils électroniques qui ont été empilés et qui ont été abandonnés en bas de l'escalier. Et il y a également dessus une trace de gouttes de sang. Mais surtout, la voiture, la BMW de Sherry, a disparu. Elle n'est plus là. Mais surtout, il constate qu'il n'y a aucun signe d'effraction dans la maison. La police va alors recueillir les témoignages de plusieurs personnes. Ils vont commencer par John. Donc celui-ci explique qu'il est parti le matin vers 7h20 pour se rendre au travail. Sherry avait une formation au travail, mais elle n'était pas sûre de vouloir la faire. Donc elle hésitait à se faire porter pâle, mais elle est encore indécise lorsqu'il est parti. Il explique alors qu'il a tenté de joindre Sherry vers 10h, mais qu'elle n'a pas répondu. Il a continué d'essayer d'appeler plusieurs fois pendant la journée, mais il n'a eu aucune réponse. Donc, il ne s'est pas inquiété parce qu'il s'est dit que finalement Sherry a dû changer d'avis et qu'elle s'est rendue au travail, mais il a quand même trouvé ça bizarre que le répondeur ne soit pas branché, car c'est quelque chose qu'ils font à chaque fois normalement. Mais il s'est dit peut-être que cette fois elle a juste oublié. Donc John n'est pas forcément inquiet, il sort du travail assez tard, il se rend au pressing, puis va faire quelques courses et rentre à la maison. Et lorsqu'il arrive, il se rend compte que la porte du garage est ouverte et qu'il n'y a pas la BMW de Sherry. Et dans l'allée, il se rend compte qu'il y a également des éclats de verre. Mais lorsqu'il pénètre dans son salon, il retrouve alors le corps inanimé de Sherry. Et il contacte directement les secours. La police recueille différents témoignages, dont celui d'un voisin qui explique que vers 9h45, il avait déjà constaté que la porte du garage était grande ouverte et qu'il n'y avait pas la BMW de Sherry. On a également le voisin qui explique que 2 hommes ont trouvé le sac à main de Sherry dans un jardin aux alentours qui lui ont ramené. On a aussi une de ses sœurs qui a tenté de l'appeler dans la matinée, mais elle n'a pas eu de réponse de la part de Sherry non plus. Puis on a une femme de ménage qui travaille dans une unité proche de là,
qui dit qu'elle a entendu des bruits, comme des bruits d'une dispute, de bagarre entre deux personnes, mais qu'elle a pensé que c'était probablement une dispute familiale, donc elle n'a pas alerté les secours par rapport à ça. La police commence alors à faire une enquête de personnalité autour de Sherry. Donc Sherry Rasmussen était une femme de 29 ans, elle était directrice des soins infirmiers. Elle est décrite comme très belle et surtout très intelligente, qui excellait dans tout ce qu'elle faisait, et spécialement dans son travail. Elle était vraiment très investie et très appréciée de tout le monde. Sherry était une jeune mariée, elle venait de se marier avec John Rutten, qui a 27 ans à l'époque, et ça faisait maintenant 3 mois qu'ils étaient mariés. Donc c'était vraiment le moment encore de la lune de miel pour eux. John et Sherry se sont rencontrés dans les années 80, et ça a été un coup de foudre immédiat. Ils sont directement tombés amoureux. Ils ont par la suite été fiancés pendant 1 an, et ça faisait après donc 3 mois qu'ils étaient mariés, et ils ne semblaient avoir aucun problème, ils étaient heureux et amoureux. La police commence à faire ses conclusions. Premièrement, ils estiment que la mort s'est passée entre 9 et 10 heures. Donc suite à ça, ils vont définitivement rayer John de la liste des suspects, parce qu'effectivement, il était au travail et de nombreuses personnes peuvent en témoigner. Ils apprennent également que 2 jours après le meurtre de Sherry, il y a eu un autre cambriolage dans le quartier, et une femme a été violemment attaquée par 2 hommes de type hispanique. Une semaine après les faits, on retrouve la BMW de Sherry, non loin de là, avec les portes qui étaient déverrouillées et surtout la clé sur le contact. Avec tous les éléments qu'ils ont retrouvés dans l'appartement et aussi le fait qu'il y a eu un cambriolage 2 jours après, la police conclut alors que c'est probablement un cambriolage qui a mal tourné. Malheureusement, les 2 hommes suspectés dans l'autre cambriolage n'ont jamais été identifiés. Donc l'affaire a été classée comme ça. Pourtant, il y a plusieurs éléments qu'ils n'ont pas pris forcément en considération. Le premier est le fait que Sherry ait été mordue. Et d'un côté psychologique, plusieurs personnes expliquent que les morsures sont généralement plus faites par des femmes. Mais la police va justifier le fait qu'il y a eu le cas de Ted Bundy, qui a mordu une de ses victimes, pour montrer que ce n'est pas juste une chose réservée aux femmes. Le deuxième élément est que le père de Sherry leur a dit de se renseigner sur une personne, sur l'ex-copine de John. Mais visiblement, ils ne se sont pas plus intéressés à cette personne. Nous sommes des années plus tard. En 2001, il y a une nouvelle section d'enquête qui a été créée, qui s'appelle la Cold Case Homicide Unit. Celle-ci permet qu'en 2005, on réouvre le cas de Sherry Rasmussen. Et lorsqu'il réouvre le cas, il se rend compte que, étant donné que l'ADN est exploitable maintenant, celui-ci n'a jamais été ajouté au dossier. Donc il décide de le rechercher, et il est toujours présent, congelé depuis 18 ans. Suite à ces découvertes, on commence à faire l'analyse de cet ADN, et on se rend compte que la salive appartient à une femme. Mais la correspondance ADN ne donne rien. La personne n'est pas enregistrée dans leur base de données. Les nouvelles preuves sont donc ajoutées au dossier et le dossier est à nouveau mis de côté. Nous sommes maintenant en 2009. La police décide de réouvrir le cas du meurtre de Sherry Rasmussen. Et ils décident de voir d'une nouvelle façon son meurtre, étant donné que on se rend compte que maintenant la salive appartient à une femme, cela exclut la possibilité des 2 hommes hispaniques. La police commence donc à envisager un nouveau scénario, une nouvelle possibilité. Ils se disent que peut-être quelqu'un est rentré par la porte principale, est monté en haut à l'étage, a surpris Sherry, et à ce moment-là, un premier coup serait parti et aurait explosé la baie vitrée. Après cela, Sherry se serait mise à courir afin d'atteindre le bouton d'appel d'urgence situé dans l'appartement. Mais elle n'a pas pu y parvenir et le tueur l'a rattrapée avant. S'ensuit alors une bagarre entre Sherry et son agresseur. Et la bagarre est assez vive, et pour la déstabiliser, le tueur se saisit d'un vase et lui casse visiblement sur la tête. Lors de la bagarre, à un moment donné, le tueur aurait donc mordu Sherry pour probablement prendre le dessus. Et il y a malheureusement parvenu, et c'est à ce moment-là, lors de la bagarre, que le premier coup serait parti, le premier coup de contact. Puis, le tueur se serait saisi d'une couverture et aurait tiré 2 autres coups de loin dans la poitrine de Sherry, à travers donc la couverture pour étouffer le bruit. Après s'être assuré que Sherry était vraiment morte, la personne a donc décidé de maquiller tout ça en faisant passer la scène pour un cambriolage qui aurait mal tourné. Avec ce nouveau scénario, la police décide de
se concentrer sur l'entourage de Sherry et d'examiner pour voir quelle femme aurait pu en vouloir à Sherry. Ils décident de se replonger dans le dossier et ils se rendent compte que le père de Sherry avait déjà cité l'ex-copine de John. Mais la police lui avait répondu qu'il regardait trop la télé. Il se renseigne sur cette femme et découvre qu'elle s'appelle Stephanie Lazarus et qu'elle est policière. Il se renseigne alors sur Stephanie Lazarus. Il se rend compte qu'elle a eu une relation avec John lorsqu'ils étaient à l'université. Apparemment pour lui, c'était une relation non sérieuse, mais il semblerait qu'elle était beaucoup plus importante pour Stephanie qui était tombée amoureuse de John. Stephanie Lazarus est décrite comme une policière exemplaire qui a eu des récompenses et qui est appréciée de tous. De plus sérieuses investigations commencent, mais Stephanie travaille dans le même bâtiment que la police, donc ceux-ci doivent faire vraiment attention et ils décident de faire en sorte que l'affaire soit confidentielle, car ils ne veulent prendre aucun risque, ils ne veulent surtout pas qu'elle sache qu'ils ont des soupçons envers elle et qu'elle puisse détruire des preuves ou interférer dans l'affaire. Ils découvrent alors une lettre que Stephanie avait écrite à sa mère juste avant le mariage de Sherry et John, où elle expliquait que l'année qui s'était écoulée l'avait vraiment brisée, parce qu'elle était amoureuse de John. Il se rend compte également qu'elle mettait énormément la pression à John, et plusieurs fois, elle était venue, elle essayait de le reconquérir, et que, visiblement, une fois, il a recraqué, juste avant son mariage avec Sherry. Et donc Stephanie s'était rendue au lieu de travail de Sherry et elle lui avait dit, dans le but probablement qu'il rompe et qu'elle puisse se remettre avec John. Mais Sherry lui a pardonné. Une autre fois, Stephanie s'est rendue au lieu de travail de Sherry et elle lui avait dit « Si je n'ai pas John, personne ne l'aura ». Et elle a prononcé cette phrase peu de temps avant la mort de Sherry. Le père de Sherry leur explique également que Sherry lui avait dit qu'elle avait l'impression que Stephanie la suivait, et ça lui faisait quand même peur. Lorsque la police se renseigne un peu plus sur le jour du meurtre, il se rend compte que Stephanie ne travaillait pas ce jour-là, et qu'elle avait un pistolet de calibre 38 en sa possession, et que justement, quelques semaines après le meurtre de Sherry, elle l'a déclaré comme volé. Dans la tête de la police, à ce moment-là, ils sont pratiquement sûrs qu'il s'agit de Stephanie, mais pour le prouver, il leur faut son ADN. Donc ils décident de la suivre durant ses emplettes dans un magasin et elle laisse un gobelet et une paille. Donc ils peuvent le saisir et ils vont les analyser. Et la correspondance est approuvée. Il s'agit bien de la même salive. Celle de Stephanie est bien celle de la personne qui a mordu Sherry lors de son meurtre. Arrive alors le moment de l'interroger pour ainsi après pouvoir l'arrêter. Ils utilisent un faux prétexte pour la faire venir dans le bâtiment où ils sont présents. Elle pense devoir les aider par rapport à une affaire et là ils commencent l'entretien. Et au début, elle va faire mine qu'elle ne sait pas, qu'elle ne se rappelle pas vraiment. Pour comprendre un peu mieux, je vais justement joindre un extrait de l'entretien qu'ils ont eu avec Stephanie Lazarus. Do you know John Rutten? John Rutten? Rutten. Oh yeah, I went to school with him. Yeah, I mean we dated. You know, I mean, what's this all about? Well, it's relating to his wife. Okay. Okay. Did you know her? Not really. I mean, I knew that he got married years ago. I mean, you know, what's this all about? I mean. Well, let me ask you. What ended the relationship between you and John? You know, it was kind of a weird relationship. I mean, we dated. I can't say that he was my boyfriend. I don't know that he would consider me his girlfriend. Had you ever met his wife? I may have. Do you remember her name or anything, or? Or what she did for a living, or where she worked, or anything about her? Well, I think I'm going to say that I think she was a nurse. First name? Shelley, Sherry, I don't know, something. Well, do you know what happened to his wife? Yeah, I know she got killed. What did you hear about that? I saw a poster at work. I'm sure I spoke to him about it. You know, I don't know. I mean, it's been so many years. I mean, uncomfortable. I mean, Why?
just can't even believe it. I mean, it's just, I mean, I'm shocked. I'm really shocked that somebody would be saying that I did this. I mean, we had a fight, and so I went and killed her. I mean, come on. Well, That's, okay. All right. Donc effectivement, lorsqu'elle sort de la salle d'interrogatoire, elle se fait directement arrêter et elle est ramenée à l'intérieur à nouveau. Stephanie, you know you have the right to remain silent. Do you understand? yes. All right. Okay. This then. is crazy. This is I'm like in shock. I'm totally in shock. Nous sommes maintenant en 2012. Vient alors le procès pour le meurtre de Sherry Rasmussen. Stéphanie Lazarus est déclarée coupable d'homicide volontaire et elle est condamnée à 27 ans de prison. Pour conclure, on se rend compte que la police avait quand même de nombreux éléments à leur disposition. Le père de Sherry leur avait écrit des lettres, il les avait suppliés de se renseigner sur Stéphanie Lazarus, mais rien n'a été fait. Malheureusement, la police est vraiment restée concentrée sur leur première hypothèse et n'ont pas vraiment cherché à aller au-delà de cette hypothèse. Mais heureusement, il y a eu l'ADN et surtout la création de l'unité des cold cases qui a permis cette ouverture et qui a permis de finalement pouvoir arrêter Stéphanie, qui pendant plus de 20 ans est restée libre et insoupçonnable. Si vous voulez en apprendre plus sur cette affaire, il y a un livre qui s'appelle The Lazarus Files, A Cold Case Investigation, qui a été écrit par Matthew McCaw. Et celui-ci regorge de nombreux détails et de beaucoup plus d'enquêtes. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez avoir le lien si vous voulez vous le procurer. J'aime beaucoup parler des cold cases qui ont été résolus, parce que je trouve que ça redonne comme de l'espoir. Parce que c'est des familles qui, pendant plus de 20 ans, ont attendu d'avoir une réponse et qui probablement n'espéraient plus à la fin. Et finalement de voir que l'ADN et l'avancée technologique a pu répondre à ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Donc, si jamais vous voulez que je parle de plus de cold cases qui ont été résolus ou non même, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez aimé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, ou également à me faire part de vos commentaires ou autres, et puis n'oubliez pas de vous abonner afin de voir toutes les vidéos qui vont venir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!